Bon, c'était la première partie de l'inauguration. Maintenant, on passe à la deuxième partie qui est sur les collaborations. Bonjour Brand est un événement annuel, mais avant tout, c'est aussi une plateforme qui tourne 365 jours par an. Donc, on a pu, depuis la naissance de cet événement, on a pu voir des milliers de projets. Donc, cette deuxième partie sur la collaboration consiste à 3 temps. Le premier temps, c'est le fondateur de Bonjour Brand, Jing Yang, moi-même, qui va vous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment en Chine et les tendances entre la France et la Chine. La deuxième partie, vers le passé, parce qu'on va faire témoigner 2 designers ayant travaillé avec nous, avec la Chine, dans différents secteurs. Et la troisième partie, il va y avoir des séances de signature de contrats vers le futur. Donc je commence par vous présenter le fondateur de Bonjour Brand, Jing Yang, qui est moi. Je vous ai déjà prévenu, vous allez beaucoup me voir aujourd'hui sur cette scène. 3 ans pas venu en France. Bonjour, je suis Jing Yang, designer et fondateur de Bonjour Brand. Merci de votre venue. Il y a quelques années, on a eu l'idée de créer Bonjour Brand, pas seulement pour un événement, aussi cette plateforme. Parce que nous sommes habités par un rêve, c'est injecter de l'émotion et du beau dans chaque produit industriel. Et notre manière de faire, c'est de croiser le plus grand marché d'innovation, qui est la Chine, et de l'autre côté, une très très grande puissance créative, qui est la France. Finalement, tu as inventé un système qui permet aux créatifs, aux designers de pouvoir travailler avec la Chine facilement, sans aucune difficulté, aucun frein culturel, géopolitique, tous les possibles. Aujourd'hui, réciproquement, parce que depuis quelques années, on arrive à aussi faire travailler les créatifs chinois sur le marché français. Cette aventure commence en 2014. C'était l'année des 50 ans d'amitié franco-chinoise. Et quand on a dit qu'on allait construire un pont sur l'imagination, on ne nous comprenait pas tous. Mais vu que c'était le voyage de noces entre les 2 pays, on nous a quand même dit faites-le, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, et on l'a réalisé. Donc même si les idées les plus folles, les plus abstraites, étaient hyper accueillantes à l'époque. Donc moi je remercie à cette conviction de collaboration en 2014 entre les 2 pays. Donc aujourd'hui on est en 2022, à la 7e édition. Et nous avons vécu des hauts et des bas entre les 2 pays. Mais Bonjour Brand n'a jamais pris de pause. Parce qu'il est plus que jamais important de maintenir ou renforcer ce lien culturel, ces collaborations intellectuelles et ce dialogue sur l'imagination. Parce qu'au fond, au bout de l'imagination, c'est la compétition. Ce n'est pas ce qu'on veut voir. Donc l'année dernière, en 2021, nous avons été à la Tour Eiffel et cette 7e édition dans ce magnifique lieu qui signifie l'intelligence de l'être humain et l'empathie dans cette salle de l'UNESCO. On a passé par les endroits les plus premium pour aligner le niveau de la créativité des deux pays. Bon, j'ai vécu presque 20 ans en France, 18 ans avant mon départ. Il y a 4 ans, on s'est installé à Shanghai. À mon retour de Paris cette fois-ci, ça fait 3 ans que je ne suis pas retourné en France. Et donc, il y a des références que je ne comprends plus. Mais Paris, ça reste Paris. Ça reste une ville magnifique. Mais je me dis, si moi, en ayant vécu presque 20 ans en France, seulement pendant 3 ans d'absence, il y a des choses que je ne comprends plus, ça veut dire qu'en dans les 2 sens, ça marche dans les 2 sens. Donc la Chine a beaucoup changé aussi. Donc aujourd'hui, permettez-moi de vous apporter quelques
quelques changements du marché, quelques tendances de la Chine. Donc je commence par parler de moi. Donc il y était une fois, dans les années, début des années 80, je suis né dans une petite ville de 2 millions d'habitants. Et je suis né dans les années... Oui, bon, je sais qu'on ne dirait pas, mais quand j'étais petit, la Chine n'était pas du tout la même. Donc on savait tous qu'on était dans un pays qui a beaucoup de potentiel, mais qui est en voie du développement. Donc on devait tous travailler très fort pour aller chercher un confort de la vie et pour que le pays avance. Je me rappelle exactement, ne me prenez pas mal, parce que oui, il y avait un manque matériel quand j'étais tout petit, mais mon enfance est extraordinaire. Elle est principalement conduite par une découverte de tous les jours du monde externe. Donc je me rappelle exactement encore ma première canette aux alentours des années 89, premier chewing-gum mâché en 90. Bon, je l'ai mis sur les cheveux de mon meilleur ami, je ne savais pas que c'était collant et c'était très marrant. Et en 92, j'ai fait mon premier McDonald's. Et en 95, bon, c'était pas mon téléphone, mais c'est celui de mon père. Mon premier Motorola, qu'on pouvait s'appeler sans câble. Et jusqu'à mon départ, avant le départ, en 2000, j'ai témoigné une des premières boutiques de Louis Vuitton à Beijing. Alors, pourquoi Paris il y a 20 ans? J'ai jamais vraiment compris les démarches de mon père de m'envoyer aussi loin. Parce que c'est sûrement lié avec du fait que j'ai tellement merdé au lycée qu'il voulait un peu se débarrasser de moi. Donc Paris était au bout de son imagination. Il ne pouvait pas aller plus loin. Et donc, à mon arrivée à Paris, je suis resté longtemps. J'ai reçu un choc culturel, un choc électrique. Je suis resté longtemps devant une boutique aux Champs-Élysées. C'est une Vuitton ou une boutique quartier ou toute. Et c'est la première fois que je me dis, tiens, un produit industriel peut être aussi beau et aussi culturel. Et la culture pouvait se vendre aussi cher. Et ça m'intrigue, ça devient une obsession. Donc ça me pousse à m'orienter à une école de design. Et là, j'ai trouvé la passion qui me manquait au lycée. Donc j'étais un des premiers qui a trouvé un CDI 5 ans plus tard avec un master en communication visuelle. Donc ce diplôme m'a permis d'aller dans une agence qui a une très bonne réputation. À l'époque, s'appelle BBDO. En tant que directeur artistique, je gérais des comptes comme Dior, TAG Heuer, un peu de Jean-Paul Gaultier aussi. Donc j'ai acquis cette sensibilité, ma petite contribution, parce que c'était en 2006, quand la Chine représentait une émergence en termes de la consommation du produit luxe, et pendant 10 ans, j'ai fait BBDO, Havas, et un peu après un passage de Publicis, avec mon témoignage et avec ma petite contribution, la Chine représentait en 2016 à peu près 30% du marché de luxe. Et donc, avant de créer notre propre structure, ensuite. Et donc, cette émergence n'impacte pas seulement le marché en France, du luxe, et aussi le marché interne. À la même année où je suis arrivé en France, il y a eu 10 millions de bébés qui sont nés en 2000 en Chine, et ainsi les 20 années suivantes. Donc, il y a jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 200 millions de jeunes Chinois qui sont en Chine, et ces gens-là, ils sont nés dans la deuxième puissance mondiale. Ils sont nés dans l'ère de Internet, et salut. Et donc, c'est pas du tout. Donc, la mentalité change totalement. Donc, ils sont servis aussi de toutes les applications comme Meituan, Alibaba, TikTok,
de leur vie quotidienne. On dit en Chine, le digital, c'est pas un mode de vie, enfin, c'est de l'oxygène. Donc leur satisfaction n'est plus liée à un burger comme quand j'avais 12 ans, mais qui est plutôt liée à un burger sans salade, avec une boisson tempérée qui est livrée à 22h30 dans la salle de gym après sa séance de yoga. Donc ils deviennent plus exigeants. Ils tolèrent plus les produits de mauvaise qualité, les produits qui ne sont pas écolos, qui ne sont pas bien conçus. Et donc en Chine aujourd'hui, ce n'est pas facile de les satisfaire. Donc cette exigence a poussé toutes les marques à aller vers l'innovation. Et donc, ce sont des gens, c'est une jeune génération qui sont plus que jamais fiers d'être chinois, de la culture chinoise, et qui sont aussi plus que jamais curieux de la culture, les autres cultures qui les entourent. C'est sûrement lié au fait qu'ils ont tous fait des voyages depuis qu'ils sont nés, et qu'aujourd'hui, et donc ils sont toujours très curieux de ce monde. Un peu comme moi, mais sauf que moi, mon vol Beijing-Paris en 2000, c'était un peu une découverte de ce moyen de transport, l'avion. Je ne l'ai jamais pris avant. Et donc, ces jeunes gens, avec ceux qui sont un peu moins jeunes, comme nous, comme notre génération, ont composé, ont formé, ont créé un marché hyper dynamique en Chine et dans le monde entier. Et voilà, je vous donne quelques exemples. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas imaginer un monde digital sans parler des GAFA. Okay, Google, Amazon, Facebook, YouTube. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, les géants chinois sont rentrés sur la scène internationale en termes digital. On a Alibaba, Tencent, TikTok, Redbook, équivalent de Instagram en Chine. Et le TikTok, oui, c'est chinois. Et le fondateur de TikTok est aussi numéro 1 ou numéro 2, l'homme le plus fortuné en Chine à l'âge de 35 ans, en associant les produits et le contenu. Ça lui a permis de créer son entreprise de façon vraiment excellente. Donc il y a à peu près 10 ans, on avait du mal à imaginer des choix alternatifs en dehors d'Apple ou de Samsung. Et aujourd'hui, évidemment bien avant aujourd'hui, nous avons Huawei, Oppo, Xiaomi, OnePlus, Vivo. Et ce sont des concurrents très compétents face à ce duo de téléphones. Et il y a à peu près 5 ans, 7 ou 7 ans, et on pensait que Tesla va dominer l'ère des voitures électriques seul. Mais aujourd'hui, il y a eu NIO, Xiaopeng, Li Xiang, et BYD, etc. Ce sont des voitures, bon, avant tout, ça reste un produit industriel, mais leur raison d'être, c'est de créer une meilleure relation, meilleur rapport avec les consommateurs. Donc, il y a 4-5 ans, on avait encore du mal à penser que sur le marché, on arrête de boire Starbucks un jour. C'est normal qu'en Chine, les Chinois boivent du Starbucks. Mais ça n'a pas duré. Donc aujourd'hui, on a Haiti, on a Chaya Yuese, on a Luckin Coffee, et on a Lolocha. Et chaque marque offre une expérience unique, avec un prix beaucoup moins cher, et on a moins de mal à choisir la taille de son verre. Et il y a 2 mois, avant mon départ, et notre imagination restait encore dans ce duel dans le milieu du sport de Nike et Adidas. Et on pense qu'ils vont dominer le marché pour toujours en Chine, comme ailleurs d'ailleurs.
Et donc, on vient d'apprendre que la marque Anta a dépassé Adidas en Chine, et suivie par la marque très aimée par les jeunes Chinois, Li-Ning. Il ne faut pas oublier aussi Huili, Warrior et Feiyu. Ce sont des marques aussi mythiques et très aimées par la jeune génération, et ils sont aussi ici présents sur cette scène. Oui, on parle de la Chine, on parle de Made in China 2,0 et on parle surtout de la jeune génération et qui est à l'origine de ce mouvement. Et ces marques sont des challengers. Mais avec quoi ils peuvent challenger, lancer un défi face à ces grandes marques? Mais la seule façon, c'est de créer de nouveaux produits, c'est de créer de nouvelles expériences et des nouveaux services. Et pourquoi aujourd'hui je vous parle de tout ça en France, à Paris? Parce que la bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces marques travaillent déjà avec nous, travaillent déjà avec la France, avec les designers français. Là, je ne vous interdis pas d'applaudir à ce moment-là, vous pouvez. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Bonjour Brand? Bon, c'est un événement annuel, on est à la 7e édition, certes, mais aussi une plateforme qui tourne sans pause. Et on n'est pas une agence. Je considère qu'on est plutôt une société d'énergie qui développe cette énergie, s'appelle la créativité. C'est une énergie qui est 100% écologique, qui est à la fois rare et infinie. À nous de les trouver, explorer, valoriser, réaliser, livrer chez les clients et ensuite chez les consommateurs. Et quand les bonnes idées sont entre les bonnes mains, ben là, on commence à créer de la valeur. Aujourd'hui, Bonjour Brand, c'est plus de 1000 créatifs européens inscrits, dont 800 français. Et c'est aussi 200 projets réalisés pendant la période de Covid. C'est-à-dire qu'on ne sortait pas. Donc c'est un système qui est pur, qui est adapté dès la naissance au télétravail. On était visionnaires. Et qui a permis aux Français, à une centaine de créatifs français, de pouvoir travailler avec le marché en étant dans leur salon, et certains qui ont fait la présentation en pyjama, avec un client qui se trouve à l'autre bout de la planète. Au service de qui? Au service de 100 millions de jeunes consommateurs chinois. Parce que quand on cumule l'influence de tous nos clients, ça donne ce résultat. C'est tout ce qu'on voit, c'est tout ce qu'on voit ici et c'est tout ce qu'on voit ailleurs. Le thème de cette année est la créativité sans frontières. La créativité ne connaît pas de frontières, le design non plus. Donc je vous partage donc quelques cas concrets. La première chose, le design est en l'air du temps. C'est un client, on est toujours très fiers de le présenter, s'appelle Niu. C'est cette voiture, la voiture leader chinoise, qui est créée par William Li en 2014, suite à une conversation qu'il a eue avec, à l'époque, un président de Volkswagen qui lui dit une voiture qui respecte plus la volonté de ses clients mérite d'exister. Donc, 8 ans plus tard, sa société a vendu plus de 300 000 voitures au prix de 50 000 € à 80 000 € en Chine. Il y a à peu près encore une file d'attente d'1 million d'acheteurs potentiels qui attendent la livraison de ces voitures. Et donc en 2018, il y a 4 ans, New Life pénètre dans la vie quotidienne des gens, donc lance New Life. Plus de 1000 SKU, des objets de lifestyle de qualité et du design original. Ils ont travaillé vraiment avec les designers du monde entier. Et une particularité, c'est que tous les matériaux sont à l'issue du recyclage et des chutes de voitures lorsque la fabrication. Et donc, on a des matériaux très nobles. On peut avoir des tentes qu'ils ont essayé de faire avec du airbag,
On peut avoir des bijoux qu'ils ont essayé de faire avec des métaux de leur voiture. Donc ce programme s'appelle Blue Sky Lab. Et nous sommes fiers d'en faire partie avec les designers français, bien sûr. Donc Vincent Dussartel, qui a passé longtemps chez Louis Vuitton et qui a fait une série de sacs d'une vingtaine de pièces pour New Life. Je vais aller chercher un modèle. Ils sont tout petits. Le cuir via des sièges des voitures. Vous pouvez le passer. Et donc, c'est des belles idées, mais ça ne fait pas mal à la planète. Et ces sacs sont tous partis très rapidement. Et il n'y a plus de stock. Donc, on était très, très contents. Donc, un petit sac comme ça se vend à peu près entre 120 à 150 €. Donc, c'est de la bonne qualité au prix abordable. Et donc, on a fait plusieurs projets. Le deuxième projet va à Thomas-V. Thomas-V qui est là. Un jeune designer de bijoux, de joaillerie français, de moins en moins jeune parce que ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, et qui a pu travailler avec Nio des bijoux, exactement une broche. Donc le fondateur, chaque fois, quand il y a une présentation, quand une nouvelle voiture a lancé, il le porte. Et ça a lancé la tendance des brochures, attends, il y a un mot qui me... Des broches de toutes les marques de voitures et de toutes les marques à technologie. Donc ça, cette petite finesse est aujourd'hui injectée dans ce monde qu'on a l'impression d'être un peu froid et donc le French touch a vachement aidé. Donc là, ensuite, on a fait des vêtements aussi. New Life est allé chercher Dimitri, qui a fait toute une série de vêtements, hommes, femmes, enfants, à l'année du tigre. Donc c'est avec des images très impactantes que, évidemment, ça a connu un succès commercial. Donc bijoux, sacs, fashion. Le lifestyle européen, français ont encore son influence dans la consommation de ces jeunes Chinois. Et quand on accepte une marque en Chine, et on veut tout acheter chez eux. Donc, voilà, l'exemple qui arrive, c'est la marque s'appelle Feiyue. Donc, il y a une marque, elle est présente aujourd'hui. C'était sneakers qu'on portait il y a 30 ans, pendant toutes les activités sportives à l'école, et ça a coûté 1 €. Et donc, avec cette tendance de Guochao, la tendance chinoise, les jeunes Chinois ont redécouvert une passion de ces marques. Donc, ça redonnait une vie à Feiyue. Donc, évidemment, on a travaillé avec Feiyue pour des baskets, avec Eric Bongiovanni, qui est aussi présent, qui va vous partager son expérience. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose encore plus basique. Il s'agit des chaussettes. Nous avons fait des chaussettes pendant la Covid. Donc l'idée est très simple, c'est de chaque fois associer un designer, un lieu, enfin une ville qui nous fait rêver, et l'imprimer sur ces chaussettes-là. Et chaque fois, c'est une illustration originale. Et parce que la marque Feiyue, quand on le traduit en chinois, en français, ça dit s'envoler. Donc, avec ces chaussettes-là, ça nous permet d'aller où on veut, quand on veut. Et donc, cette petite magie, cette petite conte de fées a connu un succès énorme, parce que le design est avant tout un investissement. On est passé d'une chaussette qui coûte 2 €, enfin, c'est une chaussette, un lot de 3 paires, qui coûte 2 € avec 1 € de fabrication et 1 € de bénéfice. Aujourd'hui, la même chose, la même fabrication, mais qui coûte 6 €. Donc, toujours 1 € de fabrication, mais 50 centimes dans l'innovation
Et on est passé de 1 euro à 4,50 € en termes de bénéfices. Donc du coup, le design est de plus en plus reçu comme un investissement, mais pas une dépense. Cette marque sort de sa zone de confort fonctionnel et engage dans un dialogue d'imagination avec ses consommateurs. Et ça n'a très bien marché. Le cas qui arrive s'appelle Roma, Fresh Hippo. C'est une filiale d'Alibaba qu'on trouve partout dans des grandes villes. Et donc où on a tous les produits frais, des crabes, des homards, importés du monde entier. Donc c'est très lié à l'univers de l'alimentation. Et dans chaque boutique, il y a un restaurant intégré. Et dans ce restaurant, on arrive à manger vraiment bien. Il y a les chefs qui travaillent devant toi avec les ingrédients bien frais et on mange bien et pour un prix abordable. Donc Roma a travaillé avec un chef étoilé français, s'appelle Anthony Tenon, qui leur a créé toute une série de recettes. C'est super bon, mais ce qui est vraiment bien, c'est au-delà des produits. C'est qu'il a pu créer une interaction de compétition avec les internautes, les followers de Roma. Et donc, lui, il est un peu une sorte de jury. Il intervient dans les processus créatifs culinaires. Et donc, ça a rendu la marque encore plus attractive. Donc oui, le design n'est pas forcément matériel. Et ça peut aussi être une expérience. Et le dernier cas que je vais vous partager, c'est que le design a une traduction de culture. Une Bayer inconnue en France, mais tous les Chinois doivent savoir ce que c'est. Il s'agit d'un dentifrice professionnel qui combine à la fois du médecin chinois et un design qui est très avant-garde depuis quelques années pour attirer l'attention de cette jeune cible. Donc on a pu travailler avec eux dans les démarches d'encore rendre leur marque plus inattendue et plus design. Donc on a pu travailler avec Laure Mérieux, qui fait dans sa vie quotidienne, qui travaille surtout pour Hermès, pour tout ce qui est vitrine entre Tokyo et Paris. Ça n'a rien à voir avec son domaine. Mais son observation, son angle d'attaque était tellement original. Parce qu'elle m'a dit clairement, tel le premier rendez-vous, c'est que je suis fasciné par l'écriture chinoise, parce que je ne la comprends pas. Donc des fois, l'incompréhension, c'est une partie essentielle aussi. Donc avec l'équipe de Bonjour Brand, évidemment, on a rendu le nom de Yunnan Bayer, mais en pictogramme en haut. Et ça a été très très bien reçu parce que ça représente un respect de la culture chinoise, mais en même temps une ouverture vers le monde. Donc, ce dentifrice, évidemment, c'est aussi un très bon exemple à la fois culturel et financier. Donc, le design n'a pas de frontières et Bonjour Brand non plus. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des nouveaux produits, mais aussi un chemin accompagné, des dialogues, du respect, des échanges sur des valeurs, une meilleure compréhension mutuelle. Et donc on se voit tous les jours. Et l'équipe Bonjour Brand, pour accompagner les 200 projets, elles ont fait, surtout des filles, plus de 1000 réunions visioconférences. Je vous demande de vous lever si vous êtes ici. On peut les applaudir pour ce qu'ils ont fait pendant ces 2 ans. Et donc on travaille dur et on fait tous les jours pour être à la hauteur du nom qu'on porte, qui est Bonjour. Et comme le design et l'art et toutes les formes d'échanges intellectuels sont plus que jamais nécessaires dans les échanges franco-chinois, et on doit maintenir et renforcer ce pont. Comme disait notre ami, grand designer, M. Philippe Starck, lors de la 4e édition de Bonjour Brand, à l'Hôtel de Ville de Paris, et ce n'est pas le début de la fin, et ce n'est même pas la fin du début. Bon, je sais que ce n'est pas l'origine de sa citation, mais cette phrase nous a beaucoup inspirés et nous a beaucoup encouragés.
surtout dans les moments difficiles. Et on y croit encore qu'on est aujourd'hui seulement au début de nos collaborations. Et en dehors de projets, pour terminer, en dehors des projets commerciaux, nous avons aussi créé des œuvres réunissant des créatifs franco-chinois. Ça, c'était en 2019, au Centre Pompidou. Nous avons fait une installation artistique de 8 mètres avec une artiste qui s'appelle Wen Qiuwen, chinoise, qui travaille dans le papier, dans le craft. Mathieu Poli, qui est aussi présent aujourd'hui, designer que j'ai toujours connu depuis 15 ans, designer artistique, surtout artiste dans le son et dans l'image. Et aussi Jassiz, qui travaille chez nous, qui est une designer formée en France et qui vivait en France. Donc, les 3 personnes ont réalisé cette œuvre-là. Le thème, c'était l'utopie. Ça illustrait un endroit, une dimension, où l'être humain, où on pouvait tous parler sans difficulté, échanger et construire quelque chose ensemble. Et cet événement a fait une influence énorme parce que c'est tellement sincère et c'est tellement magnifique. Donc un reportage sur CCTV 4, l'international, et une audience de 40 millions de personnes l'ont visionné le jour de la diffusion. Et aujourd'hui, cette magnifique exposition, je vous présente la créativité sans frontières. En chinois, autrement dit, 10 x 10, réunissant 100 designers, graphistes franco-chinois, et chacun a apporté leur imagination, un angle original d'observation sur l'art et sur le design. Et en très peu de temps, en moins de 3 semaines, on les a tous, toutes. Et donc, je les remercie pour cette participation fructueuse. Et donc, aujourd'hui, ça donne une belle exposition à l'UNESCO. Et vous avez chacun dans votre sac ou posé sur la table une carte postale. Et donc, ça sert à échanger entre vous et pour aussi créer un dialogue entre les... Faites-vous des amis, profitez. Et la préparation de cette édition était assez difficile. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir honte des talents qu'on a, parce qu'ils peuvent faire du bien aux autres. On croit profondément que l'homme est un pont, mais pas une fin. Toutes ces collaborations concrètes derrière nous prouvent qu'on est capable de travailler ensemble. Mais votre présence d'aujourd'hui nous indique un chemin en commun vers l'avenir. Je vous remercie au fond du cœur. Merci. Maintenant, j'invite Eric Bongiovanni qui vient nous partager ses collaborations avec Feyue. On peut l'applaudir.